Bonjour à tous, toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le dialogue national sur les réformes et la modernisation de la justice démarre ce mardi 28 mai. Il est attendu de ces concertations de mesures fortes pour une indépendance de la justice. Acteurs de la société civile et autorités de l'OFNAC se prononcent dans cette édition. Des milliers de personnes dans les rues de Dakar pour demander l'arrêt du massacre des populations de Gaza. Une marche pacifique tenue ce dimanche en soutien au peuple palestinien. Le conflit israélo-palestinien a entraîné des milliers de morts. En sport, football, Ligue 1, Teungueth FC, sacré champion du Sénégal pour la deuxième fois. Il a battu Génération Foot sur un score d'1-0 au stade Lat Dior de Thiès. Et dans le journal des régions, nous irons en Guinée-Bissau pour parler du Festival international de la culture Mancagne. Pour cette première édition, les festivités sont axées sur le thème langue et coutume entre authenticité et pratique actuelle. Bienvenue à tous. Le masque traditionnel de la Guinée-Bissau offert au monument de la Renaissance africaine Gabeza de Baka Borotou Bijago, c'est le nom de cet objet d'art qui a une valeur symbolique pour le peuple bissau-guinéen. L'œuvre a été réceptionnée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et c'était en présence de notre reporter Fatou Diouf. C'est un masque traditionnel du patrimoine africain des îles Bijago, un archipel au large de Bissau. La Cabeza des Baka Borotou Bijago traduisait une tête de vache sauvage Bijago et d'une valeur patrimoniale inestimable pour le peuple bissau-guinéen. Cet objet d'art, qui va désormais loger au monument de la Renaissance africaine, symbolise la force de la jeunesse Bijago et de l'Afrique en général. C'est la force de l'Afrique. Donc, quand l'Afrique s'est levée pour faire face au choc externe, à l'occupation externe, c'était les jeunes de l'époque qui s'est levés pour faire face à tout cela. Et aujourd'hui, ces symboles représentent cette force de la jeunesse de l'Afrique. Nous savons que partout dans l'Afrique, les populations sont majoritairement jeunes. Et c'est cette jeunesse qui a la responsabilité d'opérer tous les changements pour que l'Afrique revienne un continent indépendant, un continent capable de marcher comme notre père fondateur nous a enseigné, de marcher avec notre propre pied, de penser avec notre tête pour le progrès, pour le bonheur que nous souhaitons. Réceptionnée par son homologue sénégalais, cette œuvre d'art va marquer la présence de la Guinée-Bissau au sein du monument de la Renaissance. Elle symbolise l'union des peuples africains pour la marche vers le progrès et le panafricanisme. Cette œuvre qui va reposer désormais dans le musée de la Renaissance africaine, en plus de marquer de manière significative la présence et la contribution de la République sœur de Guinée-Bissau, est un facteur de cohésion sous-régionale et d'intégration africaine aboutie. Recevez par ma voix toutes les félicitations et tous les hommages du gouvernement du Sénégal. Cette cérémonie de remise entre dans le cadre de l'initiative du monument de la Renaissance africaine dénommée Africène, une manière de commémorer la journée mondiale de l'Afrique ce 25 mai. Pour agrémenter la soirée, des échanges de présents et une animation culturelle ont mis fin à la cérémonie. Les assises de la justice s'ouvrent ce mardi 28 mai 2024. L'initiative du dialogue national sur les réformes et la modernisation de la justice est vivement appréciée par les acteurs de la société civile et les autorités de l'OFNAC. Ils attendent des mesures fortes au terme de ces concertations pouvant aboutir à une indépendance réelle de la justice. Dame Silla.
Les assises de la justice servent de cadre d'échange et de réflexion aux acteurs du secteur. À terme, elles permettront de mettre en place un système judiciaire fort qui garantit un meilleur traitement des citoyens et une séparation parfaite des pouvoirs. Du côté de la société civile, des propositions sont déjà sur la table. C'est une très bonne initiative que nous saluons. Maintenant, ce que le pays attend, c'est des ruptures. Et les ruptures supposent des réformes profondes. Nous estimons que pour redonner confiance en la justice, il faut que la séparation des pouvoirs soit réelle. Et pour que ce soit réel, il faut que le président de la République, il faut que le garde des Sceaux ne puisse pas avoir la haute main sur la gestion de la carrière des magistrats. Nous demandons également qu'il soit créé au Sénégal un juge des libertés et de la détention pour vraiment contrebalancer la toute-puissance du procureur. Ce juge serait créé au Sénégal et tout citoyen qui, évidemment, estime devoir être injustement placé sous mandat de dépôt pourrait faire appel à ce juge, recours à ce juge, qui déciderait, n'est-ce pas, du bien fondé de la décision du procureur de le mettre sous mandat de dépôt ou pas. Le test de paternité en cas de refus du conjoint, le renforcement de la liberté d'expression et la modification des peines visant l'offense au chef de l'État figurent également parmi les sujets que la société civile compte aborder. Conformément aux recommandations des Nations Unies, aux recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aux recommandations de la Cour de la CEDEAO et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il faut aller vers la suppression des peines de prison. Je dis bien des peines de prison. On peut maintenir les amendes. Les sanctions pécuniaires, il faut les maintenir. Mais les peines de prison, il faut les supprimer pour tous ces délits comme offense au chef de l'État, diffamation, injure publique, diffusion de fausses nouvelles. Il faut vraiment enlever les peines de prison parce que ces délits sont coupés sur la tête de tous ceux qui sont dans l'espace public. L'autre chose que nous demandons, ça concerne un peu, évidemment, les droits des femmes. Nous pensons qu'on doit aller vers le renforcement de la protection des droits des femmes en faisant en sorte que dans ce pays, n'est-ce pas, l'obligation de se soumettre à un test de paternité soit imposée, n'est-ce pas, en cas de refus de reconnaissance d'un enfant. La réforme et la modernisation de la justice ont toujours été une recommandation de la société civile. Reste maintenant à mener des réflexions concertées et inclusives au grand bonheur des populations. Il faudrait impérativement qu'il soit très solide avec son gouvernement pour que les principes qui sont souvent déclinés en matière de bonne gouvernance, que ce soit la transparence, que ce soit la redevabilité, que ce soit l'efficacité ou même l'efficience, soit une réalité au Sénégal. Et pour ce faire, il faut impérativement qu'on ait un leadership intelligent, également un leadership fort. Et nous espérons que ce leadership fort et intelligent sera bien sûr incarné par le président de la République et pourra éventuellement déteindre sur l'ensemble de son gouvernement, à travers déjà son Premier ministre, mais également à l'endroit de l'ensemble des ministres, et surtout dans un contexte où nous sommes dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. L'OFNAC se félicite également du dialogue national axé sur la réforme et la modernisation de la justice, tout comme les mesures prises récemment par le chef de l'État pour donner plus de pouvoir à la structure. C'est une décision, je crois, très salutaire. Il faut faire l'état des lieux pour savoir où on va, pour savoir ce qui ne marche pas, comment faire marcher. Donc je crois que c'est une initiative très heureuse et que, en tout cas ici au niveau de l'OFNAC, tout le monde l'apprécie et nous sommes très disposés à apporter notre pierre à l'édifice. Le dialogue national vise à examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, à identifier les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer. À terme, une feuille de route sera élaborée pour une mise en œuvre des solutions dégagées. Le Sénégal est un pays attractif. Beaucoup d'investisseurs nationaux et étrangers s'activent dans plusieurs secteurs. Des acquis à renforcer et à décentraliser pour une bonne amélioration de l'environnement des affaires. Reportage Anis Nianyomane. Le Sénégal, terre d'opportunités, l'environnement des affaires y est favorable. Ces dernières années, le pays a connu une attraction d'investisseurs étrangers et nationaux
grâce à la découverte du pétrole et du gaz. Un investissement qui doit être diversifié et territorialisé pour plus d'opportunités. L'environnement des affaires est un point très important à considérer dans les réformes. Pourquoi il faut le considérer de façon importante? C'est que nous savons un pays qui a besoin de financement pour son développement et partout dans le monde, les gens ont besoin du financement du développement par l'investissement, que ce soit de l'investissement public ou de l'investissement privé. L'investissement au Sénégal, ça va. Ça va dans la mesure où donc le Sénégal, sur les 3-4 dernières années, a connu des taux d'investissement en termes d'attractivité des investissements directs étrangers très importants, parce qu'effectivement, le pétrole et gaz, donc c'est des investissements importants. Avant, on avait aussi l'investissement minier. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il n'y a pas une diversification des investissements sectoriels. C'est-à-dire l'investissement est tiré essentiellement par le pétrole et gaz, qui fait de sorte que tout ce qui est textile, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est manufacturier ne sont pas impactés par l'investissement. Et c'est là-bas que se trouvent les emplois. Et l'APIX dit aussi que 75% des entreprises donc sont à Dakar. Et comme vous le savez, Dakar, c'est moins de 600 km² sur 200 000 km² au Sénégal. Donc, qui dit qu'on doit pouvoir territorialiser l'investissement. C'est-à-dire l'investissement doit aller au-delà de Dakar. Depuis 2013, le gouvernement a mis en place un programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Programme qui doit être renforcé par la promotion de la Chambre de commerce et la mise en place des cours d'appel décentralisées qui vont appuyer le tribunal du commerce. La première réforme, c'est en matière des tribunaux de commerce. On sait que l'État du Sénégal a fait des efforts extraordinaire en mettant en place le tribunal du commerce. Donc tout ce qui est commercial est orienté au niveau, si vous allez à la TG, on va vous dire non, ça c'est pour le tribunal du commerce. C'est magnifique. Et c'est des gens qui traitent plus de 5000 dossiers par année, des milliers de milliards par année et qui font un travail extraordinaire. Mais le problème, c'est que c'est un tribunal qui agit en premier et dernier ressort seulement lorsque ça n'atteint pas 10 millions. Donc, quand ça dépasse 10 millions, il n'agit qu'un premier ressort. Donc, ça veut dire que quand il y a appel, ce tribunal de commerce n'existe pas. Donc, d'appel n'existe pas. Donc, il faut aller au niveau du TGI, donc tribunal de grande instance. Et là-bas, les juges ne sont pas si spécialisés que les juges qui sont au tribunal du commerce. Donc, ça, nous pensons que l'État doit pouvoir réformer à mettre en place un tribunal d'appel. Une cour d'appel pour le tribunal du commerce. Ça, c'est une chose. Et aussi, le décentraliser au niveau des territoires. Le deuxième élément de réforme important, c'est pour tout ce qui est cassation. Parce que si l'appel se fait TGI, il n'y a pas de tribunal de commerce, mais la cassation se fait à Abidjan. Donc, le Sénégal a décidé de donner sa souveraineté donc, en matière de cassation. Ça, c'est si en appel, vous n'êtes pas d'accord. Et si en appel, vous n'êtes pas d'accord, malheureusement, il n'y a qu'à Abidjan. Et Abidjan, les arbitres coûtent cher. Le troisième élément de réforme que nous souhaitons, c'est au niveau de l'immédiateté. Donc, nous pensons qu'il faut aller au niveau donc, du COA, donc du Code des obligations de l'administration, pour y inscrire, donc, parce que les lois sont équivalentes entre elles, pour permettre de dissuader effectivement tout ce qui est pratique anormale en matière de passation. Ce que nous demandons aussi, c'est que l'État nous aide à promouvoir le centre d'arbitrage de la Chambre de commerce. Parce que, comme vous le savez, la Chambre de commerce, c'est des chambres consulaires, c'est des délégations donc, des services publics. Là, on a des juges, des arbitres qu'on choisit, qui sont experts dans le métier. Pour encourager les investissements au Sénégal, l'accent doit être sur la sécurité du secteur des affaires et l'accélération du traitement des contentieux. Au Sénégal, s'il y a un secteur où on doit placer l'accent de façon importante, c'est sur la question du traitement du contentieux commercial dans l'environnement des affaires. Et c'est quoi le contentieux commercial? Vous venez investir au Sénégal, vous avez un différend dans le cadre de votre contrat, ça va dans le système judiciaire de façon longue et ce n'est pas efficace. Il faut regarder de façon importante comment la sécurisation des investissements peut être renforcée pour que l'argent ait confiance davantage à s'installer au Sénégal. Si on réduit les délais, je pense que c'est quelque chose, parce qu'il y a des gens qui utilisent donc des renvois. Hein? Et puis, quand vous faites beaucoup de renvois, c'est beaucoup d'écriture. Mais le magistrat, est-ce qu'il a suffisamment de ressources humaines pour traiter un dossier sur lequel, mettons, il y a eu 10 renvois? Donc, pour dire que donc, la question des ressources humaines se pose. Donc, les contentieux, on doit pouvoir les vider rapidement. Mais ça revient toujours aux questions de moyens.
non seulement de moyens humains, les magistrats, les ratios, moi j'ai plus en tête le ratio, mais quand vous prenez le ratio de magistrats par entreprise, mais c'est extraordinairement bas. Donc pour dire que la lenteur dans les contentieux, vraiment est liée à mon avis, pour une bonne partie, pour des questions de moyens humains et aussi de moyens matériels. Les assises du secteur judiciaire prévues dans quelques jours montrent que le Sénégal est pleinement engagé à améliorer son climat des affaires. L'objectif est de promouvoir les investissements et favoriser une croissance économique. Et nous reparlons de cette grande marche pacifique en soutien au peuple palestinien. Des milliers de personnes sont sorties ce dimanche pour demander l'arrêt du massacre des populations de Gaza. Tous de blanc vêtus, ils ont scandé le célèbre slogan pour la libération du peuple palestinien. Sedina Lunfal. Libérer la Palestine, c'est le but de cette marche pacifique. Ils étaient des milliers dans les rues à Dakar, des hommes et femmes de plusieurs nationalités qui ont voulu protester contre le massacre des populations palestiniennes à Gaza. Israël est en train de massacrer les enfants à Gaza, les femmes, les innocents. Ils bombardent les Occidentaux, ils bombardent les hôpitaux et les Occidentaux ne disent rien. Je dis bien, arrête, halte. Il faut arrêter le boucher de Tel Aviv qui utilise le conflit de Gaza pour échapper à la justice israélienne. C'est ça la réalité. Ça fait 8 mois qu'il y a ce massacre, ce génocide, que l'Occident n'ose pas appeler un génocide, qu'on nous interdit d'appeler un génocide. Mais il y a un réel génocide, il y a une déportation des populations. Ça fait 8 mois que les Sénégalais ont mal. On n'a pas pu parler jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est vraiment la première grande marche, je l'espère, un cri du cœur. Et avec ce qu'on voit au niveau international, les décisions de la Cour pénale internationale, même si elles ne vont pas toutes dans le sens de la vérité ou de la justice, ce sont peut-être des premiers pas. On a vu la reconnaissance de l'État de Palestine par 3 pays européens. Là, on a vu des États comme la Colombie qui ont fermé leurs ambassades avec l'occupant israélien. L'ambassade de Palestine au Sénégal a organisé cette marche pacifique en partenariat avec l'Africaine de médiation, de gestion et de règlement de conflits. Depuis plus de 76 ans, notre peuple souffre d'une invasion qui l'a déraciné de sa terre. Déplacé après destruction de ses villes et villages, devenant réfugiés des camps, misérable aussi bien son histoire, aussi bien son territoire que dans les pays voisins. L'État d'Israël, qui ignore les droits les plus reconnus par le droit international, a continué à pratiquer l'oppression contre le peuple palestinien sous toutes ses formes à travers ses gouvernements successifs. Depuis 8 mois, l'envahisseur mène une guerre d'extermination et de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. À Dakar, on manifeste, mais à Rafah, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses bombardements malgré la décision de la Cour internationale de justice qui a ordonné la suspension des opérations. Depuis le début de la guerre que mène Israël contre le Hamas, plus de 35 000 personnes ont été tuées. Et nous en venons au sport football. Ligue 1, Teungueth FC, champion du Sénégal, à une journée de la fin du championnat face à Génération Foot au stade Lat Dior de Thiès. Les Rufisquois ont fait l'essentiel en s'imposant 1-0. Une victoire qui les consacre pour la 2e fois champion du Sénégal. Retour sur les temps forts du match avec Fatoumata Savané. Teungueth FC, sacré champion du Sénégal. Les Rufisquois sont sur le toit du foot sénégalais pour la 2e fois de leur histoire, après 2021. Les hommes du coach Cheikh Gueye ont battu les champions en titre Génération Foot sur le score de 1-0. But marqué par Sidi Sow à la 35e minute, un match où les Rufisquois n'ont laissé aucune chance aux Grenats de revenir. Une victoire qui scelle ainsi le succès du club à une journée de la fin du championnat. C'est une satisfaction. Teungueth a été l'équipe la plus constante durant ces 6 longs mois. Et je pense que dans ce sens, il faut d'abord remercier le président qui a débloqué les moyens pour qu'on puisse arriver à cela. Il faut aussi remercier mon staff. Sans eux, je ne suis rien. Il faut aussi remercier. Quand je parle du staff, c'est le staff technique, c'est le staff médical, c'est la direction. Mais aussi, il faut remercier toute cette population rufisquoise qui, en Casamance, à Saint-Louis, en Fatick, nous ont accompagnés.
Avec 14 victoires, 7 matchs nuls et 4 défaites, TFC a tenu le bon bout du championnat, même s'il y a eu des moments difficiles. Vous savez, même aujourd'hui, contre cette équipe de Génération Foot, ça ne serait pas du tout facile. Pour vous dire que depuis qu'on a gagné la Sonacos, parce que le discours, avant de jouer contre la Sonacos, c'était un match décisif. Gagner Sonacos, gagner Casa Sport, c'était des matchs déterminants pour gagner le titre. Teungueth FC a su être costaud sur le plan mental et résilient, selon le coach Cheikh Gueye. Vous savez, Teungueth a eu des défaites très dures. Hein? On a perdu 4-3 contre Guédiawaye chez nous. Et si on n'a pas de ressources mentales, on ne peut pas revenir. On a perdu contre Pikine, un match très difficile. Et hier, pour préparer ce match, 1 heure de temps pour faire un coaching mental avec le gosse. Pour vous dire que le football, ce n'est pas seulement physique, mais aussi le mental est très important. Le champion du Sénégal dispose de la meilleure attaque avec 31 buts marqués contre 18 encaissés. Les supporters ont été, comme toujours, au rendez-vous pour communier avec leur équipe vainqueur de la saison 2023-2024. L'édition de la mi-journée, c'est également l'actualité dans les régions. Et c'est tout de suite. Et pour démarrer, parlons éducation. Les stages pratiques des élèves maîtres sont effectués au niveau des établissements scolaires et d'application. La maternelle municipale et l'école élémentaire Bounama Diallo de Tambacounda en font partie. Reporter Tchorodja s'est rendu dans ces 2 écoles pour recueillir l'avis des enseignants et des chefs d'établissement sur l'importance pour les tout-petits d'effectuer un cycle complet au préscolaire avant l'élémentaire. Reportage. École maternelle municipale, l'un des établissements préscolaires d'application de la commune de Tambacounda. C'est une grande école d'application qui gère chaque année les élèves maîtres qui sont au CRFPE et nous les accueillons à chaque fois pour des périodes de stage pratiques. Ici, 13 classes physiques sont fonctionnelles pour assurer l'encadrement des tout-petits, de la petite section à la grande, en passant par la moyenne. Dans cet établissement, la qualité des enseignements-apprentissages permet d'assimiler l'essentiel du programme, bien avant l'élémentaire. Quand vous ratez la formation préscolaire d'un enfant, c'est comme si vous l'aviez annihilé. Donc tout se joue ici. En réalité, c'est ça qui fait la force du préscolaire, comme quoi les enfants qui passent ici, qui font leur cycle normal, à l'élémentaire, on ne les voit pas, ils sont toujours devant. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Nous avons des matières qui font que les enfants sont assez préparés, telles que la logico-mathématique, nous avons la lecture, la copie, nous avons la psychomotricité qui vraiment forme l'enfant dans le sens où l'enfant, pratiquement avec son corps, fait beaucoup de choses. L'enseignement est un sacerdoce. Être capable de former ses enfants âgés entre 2 et 6 ans doit être, au-delà d'un engagement, une passion. Celui qui n'aime pas le métier ne peut pas le faire. Et n'est pas enseignant qui veut. Parce qu'en réalité, un enseignant, c'est d'abord un psychologue, c'est un éducateur, c'est un parent, mais c'est un instructeur aussi. Un enfant qui a 4 ans, 5 ans, tu ne le touches pas directement, tu ne l'intéresses pas à ce qu'il fait, il ne te considère même pas, il ne te suit même pas. Tu lui donnes par exemple une situation bien motivante. Là, il sera obligé de faire des recherches pour essayer de résoudre la situation que tu lui as donnée. C'est pourquoi, pour faire des leçons au préscolaire, on doit bien réfléchir aux situations qu'on doit donner aux enfants. Donc, c'est forcé, tu dois comprendre la psychologie de l'enfant. Ici, au préscolaire, les enfants sont déjà à l'ère du numérique. Les tout-petits se sont appropriés l'outil informatique. C'est un programme qui consiste à enseigner le français, mais aussi les mathématiques. Ici, l'enfant essaie d'apprendre le vocabulaire. Il y a des images, comme par exemple ici, on a dit couronne. C'est l'enfant qui va cliquer sur couronne. Donc, vous voyez, quand c'est vert, cela veut dire que l'enfant a trouvé. Parce que si vous apprenez à un enfant une notion qui n'est pas vraie, vous l'avez déjà tué à moitié. Parce qu'un enfant, tout ce que son maître dit, c'est comme si Dieu l'avait dit. Donc, il faudrait vraiment que les enseignants soient assez outillés et l'amour du métier pour que vraiment on puisse réussir à faire de ces enfants-là des futurs leaders de demain, mais assez outillés. Après la maternelle municipale, cap sur une école élémentaire d'application, Bounama Diallo. Dans cette classe de CI, la majeure partie des élèves ont déjà effectué leur cycle complet de 3 ans à la maternelle, ce qui facilite la tâche à l'enseignant.
Nous recevons des élèves qui ont, pour la plupart, ont fait le préscolaire. Et au préscolaire, on les a déjà commencé à enseigner. Donc, quand ils viennent au CI, c'est une continuité. Non, une appréciation très positive. Il n'y a pas de problème d'adaptation. Et les dernières évaluations qu'on a faites nous ont permis de voir que les élèves excellaient vraiment à LC, surtout à L1. CI, CP, souvent, 6, 7, 8 ans. C'est souvent, comme vous pouvez le constater, c'est des enfants qui sont très agités. Souvent aussi, c'est des enfants qui sont turbulents, comme on le dit. Ils ne sont pas très concentrés. Comment le maître donc doit-il faire, s'arranger pour faire passer un message? Donc ça aussi, c'est un problème. Surtout si on a un effectif qui est pléthorique. Le passage des enfants dans un établissement préscolaire pour effectuer un cycle complet doit être une exigence. Car, selon la directrice de la maternelle municipale de Tambacounda, Aïssatou Diagne, tout se joue avant 6 ans, surtout par rapport au développement cognitif de l'enfant. Et je vous le disais dans les titres, langue et coutumes entre authenticité et pratiques actuelles, c'est le thème de la première édition du Festival international de la culture Mankagne. L'événement a eu lieu à Boula, en Guinée-Bissau. Abdoulaye Sinkare. Boula, dans la région de Kachéou, au nord-ouest de la Guinée-Bissau. Ce royaume est la terre d'origine des Mankagnes, aujourd'hui présent en Gambie et au Sénégal. Aujourd'hui, les documents que nous avons remontent à 1522. Or, oui, ce qui suppose qu'avant même l'arrivée du colon, les Mankagnes s'étaient déjà organisés en royaume dans cet espace connu sous le nom de Boula. Ce jour-là, ils sont venus de partout pour prendre part au premier festival international de la culture Mankagne. Depuis qu'il est là, il a remarqué que les Mankagnes ne tiennent plus à l'orthodoxie dans l'organisation des cérémonies. Ce qu'il trouve à la limite aberrant est qu'il fallait trouver l'occasion de discuter pour mettre les choses à plat. Parce que ce qu'il constate, c'est le voyeurisme. Le voyez-moi, chacun essaie de monter son pouvoir financier. Je veux que cela ait lieu pendant que je suis encore là. C'est pour dire combien il tient à cette rencontre-là. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous voilà en train de concrétiser cette idée qui est née il y a quelques années, il y a 5 ans de cela. C'est une grande joie. Je ne peux même pas m'expliquer. On est tellement organisés à Dakar. Ma groupe là fait 150 femmes. Mais on est organisé, ça fait presque 18 ans qu'on est ensemble. Tu as vu notre comment on s'appelle, le Sœur Rabal. Notre Sœur Rabal, est-ce que vous avez vu les Sœurs Rabal comme celle-ci? Non. Non, c'est-à-dire si tu vois comme ça, on est organisé. Nous avons chez nous aussi des étudiants de la Guinée-Bissau et de d'autres pays. Donc c'est une opportunité pour nous aussi de découvrir un peu ce qui se passe de la culture, pour voir comment créer ce brassage culturel au sein du campus social. Ce qui a valu même l'idée de la création d'un jardin des nations, pour que les étudiants se retrouvent chez eux à travers vraiment ce qui m'intéresse un peu l'africanité au sein de l'université sociale. Entre défilés des délégations, danses et expositions, les Mankagnes ont revisité leur patrimoine culturel sous le regard du roi et du président de la République bissau-guinéenne. L'événement a pour marraine Innocence Ntap-Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal. La langue est le véhicule de la culture. Donc, il nous faut la préserver. Et comment la préserver? Je pense que là, il faut la parler. Et une langue qui n'est pas parlée, une langue qui n'est pas écrite, eh bien, elle est appelée à disparaître un jour. Donc c'est ce pourquoi nous, au niveau du Sénégal, nous avons eu à travailler à la codification de la langue Mankagne qui a été reconnue comme langue nationale. Ma grand-mère est de Kor. Quand vous allez à Kor, vous n'allez pas demander « Nala Paout ». Je suis sa petite fille. Et j'en suis fière d'être aujourd'hui parmi vous. J'avoue que cette activité est
un moment fort pour renouveler toujours le goût de la culture et me donne une certaine joie, surtout dans ses différentes facettes. Quand on arrive à Boula, la première chose à laquelle on pense est aux habitants, aux privilégiés, à leur implication dans ce festival et qui est une composante importante de la valorisation de la culture et du tourisme local. Pour le président bissau-guinéen, l'événement est un bon moyen de renforcer les relations avec le voisinage. Je suis très content quand j'ai vu les drapeaux sénégalais, les drapeaux gambiens, et les gens appellent mon grand frère Baro et mon jeune frère Diomaye. Je suis vraiment très touché pour voir comment nous sommes liés par le peuple. Surtout, on a beaucoup de communautés Mankagne, Mandiak, Peul au Sénégal, d'origine bissau-guinéenne, et ici aussi d'origine sénégalaise et gambienne. Et pour cela que je pense que c'est très important cette liaison.